Donc nous sommes à Strasbourg, c'est juste un tour de piste. Nous sommes à Strasbourg, place d'Austerlitz. Voilà, vice-président, il est prêt. Voilà, Julia, porte-parole de l'association, toujours présente. On a un petit peu de monde. Voilà. Salut Marc. Salut, bonsoir, c'est toi. Hello. Toujours fidèle au poste. J'aime bien Marc. Voilà. Salut Mireille. Et donc aujourd'hui c'est une journée spéciale, première journée de soutien aux victimes des vaccins Covid de France et d'ailleurs, de 14h à 17h en simultané dans une vingtaine de villes en France, en Belgique et en Autriche. Donc on a ici le communiqué de presse. Voilà. Un super affichage là super affichage de choc. Et donc c'est parti, monsieur le vice-président, on vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue ici, place d'Austerlitz à Strasbourg. Donc je me présente, je m'appelle Joël, je suis le vice-président de l'association On a une autre dose, association qu'on a créée l'année dernière en avril 2024. Nous sommes une attestation qui vient en aide aux victimes des injections Covid-19 et de manière plus générale à toutes les personnes qui ont été impactées directement ou indirectement par les mesures liées aux injections anti-Covid. Voilà, les personnes donc vaccinées, les personnes souffrant d'effets indésirables, les proches de personnes souffrant d'effets indésirables et également les personnes non vaccinées qui ont subi un préjudice. Voilà le meilleur exemple étant le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans a vécu sans salaire. Ils n'ont même pas eu le droit de se présenter au Resto du Cœur. Voilà, et également toutes personnes qui se sont vues refuser un contrat, un CDD ou CDI parce qu'ils n'ont pas pu présenter un pass sanitaire à ce moment-là. Voilà, nous sommes une association d'un peu plus de 70 adhérents, une quinzaine de victimes d'effets indésirables post-injection Covid et une quinzaine de professionnels de santé impactés. Voilà, on remercie nos adhérents pour la confiance qu'ils nous accordent. Vous pouvez nous trouver, on a une autre dose sur Telegram, on est sur X également, Facebook et Instagram. Notre adresse mail contact-du6 notedose@proton.me. Voilà. Donc on a fait plusieurs manifestations déjà en Alsace, Colmar, Mulhouse dans le Haut-Rhin, Haguenau, Strasbourg dans le Bas-Rhin. On s'est rendu à Gérardmer le mois dernier. Voilà, première manifestation en Lorraine. Et aujourd'hui est un jour particulier. C'est la première journée de soutien aux victimes des injections Covid. Ça se passe dans toute la France et également en Belgique et en Autriche. Il y a une vingtaine de villes qui aujourd'hui font une manifestation de ce type. Alors j'ai pas cité toutes les villes, mais pour vous dire, donc naturellement il y a Namur en Belgique, Vienne en Autriche, Aix-en-Provence également, Moulins, Lille, Lyon, Nantes, Bastia, Bourges, Besançon, Toulouse, Amiens, Chalon-sur-Saône ou Grenoble. Voilà, une vingtaine de villes qui font une manifestation telle qu'aujourd'hui. Et cette édition, on espère naturellement qu'elle va se reproduire le mois prochain et d'ailleurs dans les mois à venir. Je remercie les médias indépendants qui nous relaient. Alors, le premier à qui je vais penser, donc c'est le média BAM avec Michel Colléa qui se charge de faire une émission justement sur la vingtaine de villes qui font une manifestation aujourd'hui. Et puis, je remercie également Thérèse du média Thérèse Live Media au Luxembourg qui relaie nos actions. Je remercie également Mike de la chaîne Neo Salva en Moselle, Aurélien du Reporter Indépendant, notre ami Jean-Marie Steinmetz, Cécile Maïchak de la chaîne Dose Humani ou encore Diane des Dépêches Citoyennes. Je rappelle juste que ces injections qui ont été appelées vaccins, ce sont des injections qui n'ont jamais dépassé la phase 3 et qui, selon le gouvernement et les médias, devaient empêcher la transmission du virus. Mais en octobre 2022, lors d'une réunion au Parlement européen, dont Janine Small, qui est la vice-présidente de la société Pfizer, a avoué que les vaccins anti-Covid n'avaient pas été testés sur leur capacité à empêcher la transmission du virus. Donc la politique autour du pass sanitaire qui a été mis en place ne tient absolument pas la route, puisque ces tests n'ont pas été faits.
Je vais maintenant parler des associations qui vous aident à faire les déclarations auprès de la pharmacovigilance. Nous avons notamment l'association Solidéclat, créée en 2021 par des soignants. Voilà, le numéro de téléphone de Solidéclat, c'est le 01 89 48 02 87. Donc une association de soignants qui aide à faire les déclarations à la pharmacovigilance pour les personnes souffrant d'effets indésirables. Il y a une plateforme qui, depuis le mois de janvier de cette année, a été créée, qui s'appelle SOS Effets indésirables, vaccination et Covid. C'est une plateforme qui offre un espace d'écoute à ceux dont la parole et la souffrance, tant physique que morale, sont niées, invisibilisées, et donc qui souhaitent parler de leur vécu. Donc c'est une plateforme qui est ouverte de 10h à 22h, du lundi au samedi. Ce sont des bénévoles qui sont là pour écouter les personnes. Et voilà, des bénévoles qui vous écoutent en toute confidentialité et qui orientent selon les besoins vers les associations. Alors il y a la nôtre, mais il y a également Avictim, Verity et notamment Solidéclat, puisque Solidéclat est quand même l'association qui fait les déclarations auprès de la pharmacovigilance. Le numéro de téléphone de cette plateforme, c'est le 09 72 129 808. Voilà. Et on remercie Marissa, qui est l'une des personnes qui a mis en place cette plateforme d'écoute. Donc juste pour rappeler un petit historique concernant les effets indésirables, en juin 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié son dernier rapport qui fait part de 193 934 signalements d'effets indésirables post-injection Covid. Il n'y a pas eu de rapport publié depuis le mois de juin 2023, donc on est à près de 2 ans. Donc 193 934 signalements d'effets indésirables recensés, dont 25% de cas graves. Donc cas graves, ça veut dire des personnes qui nécessitent des fois hospitalisation ou un traitement, et parmi ceux-là, il y a 1635 décès. Donc depuis, comme j'ai dit, plus aucun rapport n'a été publié. Et comme on se trouve dans une pharmacovigilance passive, donc qui dit pharmacovigilance passive dit que ce sont les personnes qui souffrent d'effets indésirables qui doivent faire la déclaration, parce que si on était dans une pharmaco active, et ben là il y aurait des instances au niveau du gouvernement qui tous les 15 jours diraient vous avez été injecté avec un produit soi-disant une injection Covid, Pfizer, Moderna, etc. Et tous les 15 jours ou alors tous les mois, vous seriez vu par un médecin et on vous demanderait est-ce que vous souffrez, etc. Mais comme on est dans une pharmaco passive, il y a très peu de signalements qui se font auprès de la pharmacovigilance. C'est pour ça que, au niveau de l'industrie pharmaceutique, et je précise bien que c'est l'industrie pharmaceutique qui le déclare, c'est qu'on peut multiplier ce nombre par 10. Donc les 193 934, vous les multipliez par 10, on arrive à près de 2 millions d'effets indésirables, et je ne parle que de la France. Si on s'adresse à des gens... Oui, mois de juin, et je parle tout à fait, mois de juin 2023, on pourrait dire qu'au mois de juin 2023, il y aurait 2 millions d'effets indésirables en France. Et si on s'adresse à des experts qui ne sont pas liés à l'industrie pharmaceutique, ces experts-là disent qu'on peut au moins multiplier ce nombre par 20. Si on le multiplie par 20, vous voyez ce que ça donne, on serait à près de 4 millions d'effets indésirables en France. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, 12% de la pharmacovigilance mondiale, et je dis bien mondiale, concerne les injections Covid. 12%. Et il y a 12 000 études qui sont aujourd'hui en cours pour vérifier les liens possibles entre les injections Covid et les pathologies des victimes. Voilà, je vais juste donner une liste de cas graves, parce qu'on parle d'effets indésirables graves, mais ce sont des vraies maladies, ce sont des gens qui sont blessés. On ne sait pas combien, il y a des gens qui vont certainement nous quitter, qui vont décéder. Des maladies très graves, spondylarthrite ankylosante, péricardite aiguë, syndrome de Guillain-Barré, thrombose, diabète, AVC, turbocancer, troubles menstruels, hypertension artérielle, paralysie faciale, douleurs articulaires, et il y en a bien d'autres. Voilà, au niveau de nos futures actions, on sera probablement, je mets des guillemets, on sera probablement à Haguenau le 7 juin prochain, et on devrait se rendre à Colmar le samedi 5 juillet. Voilà, je vais parler également des autres associations de victimes. Voilà, donc l'association où Julia est également membre du conseil d'administration, l'association Avictim,
voilà, qui est présidée par Mathieu Dubois. Voilà, association de plus de 800 adhérents, plus de 700 victimes, dont 37 victimes souffrent de la maladie de Charcot. 37 maladies de Charcot, dont Mélanie Maupin, qui est la vice-présidente de l'association à victimes, qui elle-même est atteinte de la maladie de Charcot. Et on passe naturellement le bonjour à Mathieu Dubois, le président de la victime, qui lui également souffre d'effets indésirables. Il a une encéphalomyélite myalgique et une neuropathie des petites fibres. Je salue également l'association Vérity France, dont on a également les portraits l'association Vérity France qui a été fondée par 3 familles de victimes. La famille de Maxime Beltra, dont on a le portrait également, Mélanie Massip, Sophia Benarira. Ils avaient tous les 3 entre 16 et 22 ans, et suite aux injections Covid, ces jeunes personnes sont décédées. Et voilà, donc je voulais encore parler de Dominique Bodino, parce qu'il faut qu'on parle naturellement de VIAC19. Alors, le site www.viac19.fr, donc VIAC pour victime des injections anti-Covid. Dominique Bodino, c'est le papa de Karine Bodino. Karine Bodino, on a son portrait juste là-bas. Karine Bodino, elle a reçu 3 doses de Moderna, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Et son papa, Dominique, est un monsieur dont j'ai énormément, que j'admire beaucoup, qui a fait un travail énorme, qui recense toutes les victimes des injections. Alors au niveau de la France, on a dépassé les 200 portraits. Donc sur les portraits, c'est les portraits que vous voyez là derrière moi, ils ont été créés par Dominique Bodino. Donc vous voyez, vous avez la commune, le département de la victime, le nombre de doses qu'elle a eu, quelle dose, est-ce que c'était du Moderna, du Pfizer, etc. Et les pathologies des victimes. Au niveau français, on est, je crois, à 220, et je pense qu'il les a dépassés depuis lors. Voilà. Mais il faut savoir que Dominique travaille aussi pour les pays limitrophes. Il fait également les portraits pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour l'Italie. Donc c'est un monsieur qu'on admire énormément. Voilà. Et je sais qu'actuellement, là, il est encore en manifestation, parce que nous, ici, on est à Strasbourg. Dominique, lui, il est en manifestation en ce moment à Bastia. Il fait partie également des organisateurs de cette journée de soutien. Voilà, donc gros coucou à lui. Voilà, je voulais vous remercier, vous, d'être là, ici. On est là depuis... alors avant, nous, on a démarré réellement... les collectifs qui ont fait ces statiques ont démarré à l'été 2022. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est dans la rue pour témoigner, pour parler de tout ça. Donc merci encore à vous tous d'être là. Merci d'être un maillon de la chaîne de la vérité. Merci d'être là parce qu'il faut qu'on continue de dénoncer ce qu'on peut appeler le plus grand scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité. Voilà, merci à tous d'être là et on lâche rien. Merci. Je vais vous lire le témoignage de Lucille Vanois, victime d'une unique injection Pfizer. Âgée à ce jour de 79 ans, le 30 avril 2021, je subissais, afin de faciliter les consultations en milieu hospitalier, une unique injection Pfizer responsable ensuite de maintes effets délétères. Le 14 mai 2021, passage aux urgences du CDH pour tachycardie, hyperventilation, impression de danger de mort imminente. Ces symptômes se reproduisirent 2 autres fois, courant mai, avec passage aux urgences. Entre-temps, je maigrissais de 10 kilos en 3 semaines avec perte d'appétit et me déplaçais à l'aide d'un déambulateur. 3 scanners iodés, 3 prises de sang. Conclusion, madame, il faut apprendre à gérer votre stress. S'ensuivirent des mois et des années très difficiles. Embolie pulmonaire, infarctus thrombotique suivi d'une péricardite avec pour conséquence pose de 2 stents, 7 jours plus tard, cœur sclérosé et fuite de la valve mitrale. Arythmie suivie d'une rétroversion, arrêt du cœur et relance. Problème neuropathique, difficulté pour marcher, problème de déglutition et fausse route, apnée du sommeil, douleur articulaire, sensation de brûlure, conjonctivite et apparition d'une DMLA aux 2 yeux, sécheresse des muqueuses, hémorragie intestinale sévère inexplicable. Malgré toutes ces douleurs et la reconnaissance par la MDPH d'un handicap à plus de 80%, je décidai de me battre pour la reconnaissance de ces effets.
Déclaration à la pharmacovigilance de ses effets délétères dès juin 2021. Côté positif, la synthèse reçue reconnaît le lien avec cette injection jusqu'à l'embolie pulmonaire comprise. Les autres effets sont dans les remarques ajoutées en conclusion, trop éloignés selon eux de la date du vaccin. Plainte déposée auprès du procureur de la République sans avocat pour défendre le dossier n'ayant pas d'aide juridique. Courrier recommandé adressé à Madame Brigitte Macron, professeure retraitée comme moi, avec accusé de réception et l'informant de la nocivité de certains lots et de leur indécence sur notre jeunesse. Monsieur Barnier, Premier ministre, reçut la même. La réponse de Monsieur le Président de la République fut concise. Ce sera à la justice de trancher. Effectivement, mon dossier fut classé sans suite. Les effets délétères étant dus, selon eux, à une dépression. Aujourd'hui, je survis. Je consacre mes efforts à me soigner et à participer aux échanges dans les réseaux sociaux. Unité et persévérance feront notre victoire. Voilà, c'était le message de Lucille Vanoy, son propre parcours, 79 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, j'ai 39 ans. J'ai reçu 2 doses de Pfizer en juillet et en août 2021. Travaillant dans le médico-social, dans le sport, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à travailler. Aujourd'hui, je souhaite témoigner des effets secondaires des injections Covid, car comme vous le dites si bien, il est temps de libérer la parole pour que tous les drames, les dégâts causés, soient enfin reconnus de tous et que justice soit rendue dans notre cher pays des droits de l'homme qu'est la France. À la première injection au niveau du bras gauche, j'ai développé rapidement une bosse douloureuse, une sensation de brûlure intense, puis s'en est suivi un amaigrissement du deltoïde, une perte de force, douleur lancinante et irradiante, troubles sensoriels et sensation de décharge électrique jusqu'en haut de la tête côté gauche. Cela perdure encore aujourd'hui. De même, j'ai souffert de démangeaisons intenses au niveau du tronc, de palpitations, de vertiges et de nausées. 3 nuits d'insomnie avec des hallucinations la première nuit. 5 jours après, des maux de tête intenses qui ont fini par s'atténuer un peu. L'épuisement lui persistait. À la deuxième dose au vaccinodrome, lors de l'entretien préparatoire, le médecin était inquiet quant aux symptômes que je lui ai rapportés lors de la première injection. Il finit par dire à ses collègues, pourvu que ça le tourne pas mal. Je suis restée 30 minutes au lieu des 15 prévus. Après, j'étais complètement vaseuse, épuisée. J'ai eu à nouveau des démangeaisons, comme si j'étais brûlée vive. 3 nuits d'insomnie, des palpitations, des vertiges, des troubles digestifs, de l'essoufflement, des ganglions plusieurs semaines. Puis les troubles de l'attention sont arrivés, les difficultés à réfléchir, je n'arrivais plus à lire, la mémoire de travail défaillante et des infections de plus en plus fréquentes. Mon état de santé a continué à se dégrader, j'étais devenue l'ombre de moi-même, mais je m'accrochais. Pour conserver la validité de mon pass sanitaire pour travailler, je devais faire la 3e dose en février 2022. Mais je ne voulais absolument pas y retourner. Mes douloureux symptômes persistaient. J'ai consulté un nouveau médecin en lui faisant part de mes inquiétudes. Suite à tous ces symptômes et séquelles, lui ne pouvait rien faire et m'a envoyé chez l'allergologue. J'avais rendez-vous en mars. Trop tard. J'ai pleuré de désespoir. Je ne le sentais pas du tout, mais vraiment pas. Finalement, 3 jours après, j'ai contracté le Covid. Peut-être m'a-t-il permis d'éviter le pire, qui sait, et mon état a continué à se dégrader. En juin 2022, j'ai été envoyée aux urgences après une consultation chez le médecin pour suspicion d'AVC, mais l'IRM cérébral n'a rien montré. En avril 2023, après plus d'une année d'errance médicale, où j'ai entendu « c'est le stress, vous êtes anxieux dépressif, déconditionné à aller faire de la rééducation à l'effort, vous avez des troubles neurologiques fonctionnels ». Traduction, c'est dans votre tête. Le diagnostic est enfin tombé. Encéphalomyélite myalgique, post-injection Covid, avec aggravation par l'infection Covid. Syndrome d'activation mastocytaire, maladie de Raynaud, et en plus des intolérances alimentaires, une hypersensibilité chimique multiple,
à la lumière des troubles du sommeil et des troubles de la régulation thermique. Aujourd'hui, après plus de 3 ans, donc je repars dans un parcours diagnostic. Je verrai si j'ai des réponses supplémentaires. Et j'ai toujours des séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Je suis bientôt depuis 3 ans en arrêt de travail. Avant, je faisais du sport et je l'enseignais. Maintenant, pour moi, c'est un exploit de faire 500 mètres à pied en faisant des pauses. Je peine à m'occuper de mon fils qui a 5 ans. Je ne peux pas rester une journée seule avec lui. Cette maladie, donc l'encéphalomyélite myalgique, est caractérisée par un épuisement intense et elle oblige à être très souvent allongée, sans stimulation dans son lit. Ça représente à peu près 4 à 8 heures par jour. Donc j'espère pouvoir voir grandir mon fils le plus longtemps possible. Et heureusement, je suis très bien entourée. Néanmoins, je sais que beaucoup ont des pathologies encore plus graves et je pense très fort à eux. Cela me fait beaucoup de peine de voir autant de personnes touchées, de familles endeuillées. J'espère que tout cela sera reconnu et pris en charge d'une manière ou d'une autre. Et je remercie les associations comme la vôtre qui apportent de l'écoute et du soutien dans cette terrible épreuve. Merci. Oui, c'est vrai, c'est elle. J'ai cru que tu avais commencé. Je m'appelle Julia Walter, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 petites filles de 11 et 13 ans, mariée, et ma vie a basculé le 19 juillet 2021. J'étais assistante maternelle et aujourd'hui je ne peux plus exercer mon métier, ni même travailler. Mon état nécessite du repos en permanence et c'est pour ça que je suis en fauteuil. Je peux marcher, mais je me déplace en béquille. Mais quand voilà, il y a des journées comme ça, je m'économise et je suis en fauteuil. Je fais des montées de fièvre régulièrement. Mon système immunitaire est affaibli. Je suis malade très souvent. Les pathologies dont je souffre ont un impact très important sur ma vie de tous les jours. J'ai fait une péricardite post-vaccinale attestée par le cardiologue des urgences d'Haguenau. Où on voyait très clairement donc cet épanchement autour du cœur. J'avais mes dédimères à 1700 et le médecin traitant pensait que je faisais une embolie pulmonaire. Quelques mois après, j'ai développé une maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante. C'est une inflammation des articulations du dos, une fatigue très intense, une encéphalomyélite myalgique, un syndrome d'activation mastocytaire, des pertes de mémoire à court terme et des troubles cognitifs. Et c'est pour ça que, pour rien oublier, j'ai cette petite feuille avec moi. J'ai fait de nombreuses hospitalisations, j'ai vu des douzaines de médecins et je ne compte plus tous les examens que j'ai passés. En février 2022, avec l'aide des Colères des rues, j'ai lancé une procédure au tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître le lien entre ma péricardite et l'injection. L'expertise médicale a eu lieu le 18 avril 2023 et aujourd'hui nous attendons le délibéré du tribunal judiciaire à ce jour. Je suis reconnue par la MDPH, j'ai fait 2 dossiers et un recours pour être reconnue en invalidité à 80% et ce depuis début d'année 2025. Je bénéficie également de la PCA, j'ai une auxiliaire de vie à la maison, 18 heures par mois et 2 heures par semaine d'aide ménagère. Ce sont mes petites perles au quotidien. Ça me permet d'avoir un lien social au quotidien et c'est super important parce qu'on se sent très isolé. Il est essentiel aussi de faire remonter vos symptômes à la pharmacovigilance pour plusieurs raisons. Pour détecter tout ce qui est effet indésirable, rare et inattendu, assurer la protection des traitements, protéger les autres patients, améliorer la connaissance médicale et faire reconnaître les préjudices. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. En 2023, grâce à Dominique Bodino, qui a créé la carte de France, parce qu'il a perdu sa fille aussi des injections, il a créé donc sur viac19.fr la carte de toutes les victimes, malheureusement victimes décédées et les victimes des injections. Et grâce à lui, il m'a mis en contact avec des personnes formidables de ma région, qui d'ailleurs n'étaient pas très loin de là où j'habitais, Cynthia, Joël et toute la team. Voilà. Ensuite, début 2024, je suis un ange tombé du ciel, Mathieu Dubois, président d'Avictime, où j'ai adhéré donc, à l'association moulinoise. Et donc aujourd'hui, je suis porte-parole de l'association On a une autre dose et membre du conseil d'administration d'Avictime.
Et donc voilà, cette association, elle a été créée l'année dernière à Vierzon en 2024. Voilà, et donc ça regroupe les soignants suspendus, les victimes des injections Covid et toutes les personnes qui ont subi un préjudice de près ou de loin. Ensuite, voilà, on a fait pas mal de manifestations à Strasbourg, à Haguenau. On s'est déplacé, on a fait des conférences internationales à Vierzon. On est allé à Vienne, en Autriche, pour pouvoir dénoncer nos effets secondaires pour que ce soit international. Et bientôt, nous partons à Padoue, à Venise, pour faire la même chose, témoigner et se retrouver entre victimes du monde entier. Pour finir, j'ai envie de vous partager un beau message de responsabilisation et de bienveillance envers soi-même. Soyez acteurs de votre santé. Écoutez-vous, faites-vous confiance et agissez. Votre corps vous parle. Fatigue, douleur, changement inhabituel. Chaque signe compte. Prenez le temps de vous écouter, de poser des questions. Informez-vous et n'ayez pas peur d'agir pour vous. Parce que votre santé, c'est votre pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans une vingtaine de villes en France. Derrière chaque effet secondaire grave, il y a une personne, une vie bouleversée, une famille détruite et des personnes souvent, trop souvent ignorées. Que des victimes se réunissent pour faire entendre leur voix est un acte de courage et de dignité. Alors ensemble, faisons en sorte que chaque histoire compte et que chaque voix résonne. Ça me touche profondément. Et vous? Bravo. Est-ce que Monique, est-ce que Florian? Monique, Florian? Elle le fait? Ouais. Ok. Incroyable. Donc nous avons Monique qui va nous rejoindre, qui va nous parler de ses effets secondaires. C'est beau. Oui, ça va. Oh, c'est beau. Je m'appelle Monique, j'ai 60 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu ma 2e dose de vaccin Covid Pfizer. Le 13 juillet 2021. Je m'en souviens très bien. Chaque dose de ce vaccin, je n'étais pas bien et ne pouvais pas me lever le lendemain ni travailler. Après 3 semaines de cette deuxième dose, j'étais en vacances et d'un seul coup, j'ai perdu mon audition avec des acouphènes terribles. Je pensais à un bouchon cérumen, je ne me suis pas inquiétée tout de suite. J'allais rentrer dans 2 jours pour consulter mon médecin. En rentrant, j'ai pris la suite de rendez-vous chez mon médecin. En m'auscultant, il m'a fait comprendre qu'il n'y a plus rien à faire pour cette oreille. Je ne le croyais pas au début. Il m'a de suite fait la lettre pour l'ORL. En consultant mon ORL, même verdict, j'étais vraiment anéantie. Le médecin refuse d'envisager un lien avec le vaccin, alors que je suis sûre que si. Donc depuis, je suis appareillée et je souffre énormément de ce handicap au quotidien. C'est très dur à accepter. Pour mes acouphènes, on me dit de ne pas faire attention à cela, mais quand vous vivez au quotidien avec un bruit dans votre oreille et dans la tête, c'est difficile à supporter. Ça tape sur le système nerveux et dormir est compliqué aussi. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Je n'arrive plus à m'endormir et ça toutes les nuits. Je dors très peu. Le médecin m'a prescrit des somnifères et depuis je dors un peu plus. Au rendez-vous... Au rendement, je dois être bien pour faire mon travail tous les jours. Donc je ne peux pas les prendre chaque soir. Ce n'est pas toujours facile au quotidien. Ma vie est devenue très compliquée. Mon équilibre est impacté aussi. J'essaie de fixer mes yeux au sol pour ne pas dévier sur le côté. J'ai des vertiges qui me font souffrir également. Quand je sors au restaurant ou en groupe et je suis dépassée par le bruit de la musique et des discussions, je ne comprends rien et plus envie de faire répéter les gens. À chaque fois donc, mes sorties sont réduites depuis et je m'isole de plus en plus. Je n'étais pas contre ce vaccin. J'ai pris la décision de me laisser vacciner pour vivre à nouveau normalement comme beaucoup d'entre nous. Même si j'étais un peu réticente, aujourd'hui je me dis j'aurais dû écouter mon instinct. Je témoigne ici pour faire comprendre aux gens que ce vaccin a fait basculer ma vie du jour au lendemain. C'est mon cas et celui d'autres. Merci beaucoup Monique, bravo, bravo. Bravo Monique. Voilà, je suis super content que tu aies témoigné parce que tu es adhérente chez nous depuis le début et tu as décidé de le faire aujourd'hui. Je suis vraiment content que tu l'aies fait. Merci Monique.
Florian, est-ce que Florian il veut? Florian il veut parler? Tu veux parler? Strike! Vas-y. Allez. C'est super. Je veux dire un peu. Ouais, comme ça tu dis ce que tu as besoin de dire. On a Florian. Ok. Bah, je vais me présenter. Moi, je suis Florian. J'étais au déclenchement donc de ce qu'on pourrait appeler la crise sanitaire. J'étais soignant donc dans des urgences d'un hôpital à Paris. Et donc à l'époque, comme nombreux de mes collègues, donc du coup j'ai été contaminé par le SARS-CoV-2. À la suite de ça, donc j'ai été rétabli 3 mois plus tard. Parce que à l'époque il n'y avait pas de traitement, même les traitements qui auraient pu être éventuellement prescrits, on n'a pas voulu du coup me les prescrire. Et pour le coup, il y avait énormément de réticences au niveau des médecins pour prescrire certaines thérapeutiques. Arrivé donc en 2021, donc le début de la campagne de vaccination donc anti-Covid, j'avais pas forcément très envie de me faire vacciner, sauf que je voyais un petit peu mes collègues au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que il y avait, on va dire, très très peu de doses de vaccins, parce que malheureusement, à l'époque, malheureusement, il y avait des commandes qui avaient été très 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 faibles. Donc il y avait certaines catégories de soignants qui pouvaient se faire injecter. Puis au fur et à mesure, on arrivait donc à ma catégorie donc de tranche d'âge, et je voyais que pour mes collègues, globalement, ça avait l'air de se passer pas encore trop mal. Donc, on arrivait en avril 2021, et donc je suis allé me faire injecter le produit, et dès le lendemain, j'ai eu cette impression d'avoir mon Covid de l'année d'avant. Et ça, c'est pareil, ça a duré pendant 3 mois. Donc, à l'époque de l'obligation vaccinale, j'avais ce qu'ils appelaient le pass sanitaire complet, donc entre guillemets avec une infection plus une injection, j'ai pu continuer d'exercer, sauf que est arrivée donc l'obligation non pas de vaccination mais de revaccination, avec l'obligation de la dose de rappel, et le décret du coup du 21 ou du 22 janvier 2022. Donc moi j'y suis retourné du coup fin janvier, en me disant tic-tac, c'est quand que tu vas être suspendu sans salaire. Donc j'y suis retourné. En plus, pour peu, je travaillais en service Covid à l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas, entre guillemets, le choper dans le service finalement. Et je voyais très bien qu'il n'y avait aucune corrélation entre le statut vaccinal des patients et la gravité des cas. Nombre de patients qui se sont aggravés dans le service étaient des vaccinés à l'époque, des fois 1, 2, 3, et même à l'époque, fin janvier 2022, ils étaient déjà à 4 doses. Donc c'est-à-dire finalement une dose tous les 3 mois en fait. Et donc j'y suis retourné, et derrière tout un tas de symptômes plus ou moins bizarres, des fasciculations, des paresthésies, une leuconeutropénie alors que j'avais jamais de baisse de mes défenses immunitaires, des malaises post-effort, de la tachycardie posturale orthostatique, puis des grosses crises de tachycardie qui, il y a bientôt 1 an, donc ont nécessité donc une hospitalisation d'1 semaine donc au centre hospitalier d'Agno, qui ont en plus amené à une intervention, donc une intervention cardiaque, une ablation donc d'un faisceau accessoire au niveau du cœur.
Et moi, si je lance un appel, moi, c'est vraiment à l'éveil de la population par rapport à ce qu'on pourrait appeler une tromperie sans nom, en fait, et que parce que pendant des mois et des mois, donc on a cessé au début, c'était de diviser les personnes âgées contre les jeunes qui allaient contaminer donc les personnes âgées, puis après c'était les vaccinés contre les non vaccinés, puis après et maintenant dès qu'on émet un avis négatif sur quoi que ce soit, sur ce qui se fait au niveau national, au niveau des recommandations, bon, maintenant c'est les complotistes contre les non complotistes, et donc au final moi j'aimerais au moins une considération médicale, parce que je pense que comme tout le monde, je pense que notre salut il est avant tout médical, parce que on n'avait rien demandé à personne, plus ou moins on a été pour certains par la loi injectés sous la contrainte, pour d'autres de manière déguisée. Et ce que je souhaiterais, c'est que, parce que moi je parle pour mon cas, entre 1 milliard d'euros ou ma situation avant ces injections, en tout cas au niveau médical, je reviendrai à la situation d'avant, quoi. Donc on ne demande pas l'aumône, on ne demande pas l'argent, on demande juste un peu de considération et vraiment des études approfondies sur les phénomènes physiopathologiques de ces injections. Donc c'est vraiment ce qu'on demande en premier, quoi. Voilà. On ne demande pas l'aumône, on n'a jamais, personnellement jamais demandé l'aumône à quoi que ce soit. C'est pas d'aide qu'on veut vivre, mais c'est au moins de considération médicale. Et voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Ouais. Un grand merci, bravo Florian. Florian, je te remercie. C'est la première fois que tu témoignes. Voilà, et Florian qui est également. Et merci à toi. Florian qui est également adhérent à notre association On a une dose. Merci. Je suis ravi vraiment que Monique et toi vous ayez témoigné aujourd'hui. C'est pas facile de prendre la parole en public. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Céline, elle veut... Elle est où Céline ? Elle est où Céline ? Il y avait Céline pour les suspendus. Elle est où Céline ? Alors je ne sais pas si Céline veut témoigner en tant qu'ancienne soignante suspendue. En tout cas, on a notre ami Andreas Pfeiffer qui est là également. Tu veux dire quelque chose, oui. Andreas ? Voilà, je laisse la parole à notre ami Andreas Pfeiffer. Bonjour à tous. Je suis enseignant et je me suis investi on est au sein de l'éducation nationale pour donner l'information, pour ouvrir un débat, une discussion avec mon épouse Clotilde, avec des amis qui partageaient les mêmes valeurs, pour dire que les mesures imposées par l'éducation nationale sont dangereuses pour les élèves, voire criminelles. Donc, on ne s'est pas trompé, on va les dégâts. Et malheureusement, avec ce vaccin expérimental, il y a aussi des enfants qui sont décédés, qui ont des effets secondaires graves. Et je remercie les organisateurs. Aujourd'hui, bam, on a une autre dose et 20 villes européennes qui rendent hommage aux victimes des effets indésirables graves. Je reprends juste aujourd'hui très brièvement une idée de Marc Doyer. Vous le connaissez. Oui. Il se bat toujours pour rendre hommage à son épouse injectée qui est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et il lance un défi. Il veut aider le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Parce que lui, il a eu l'excellente idée de faire un séminaire pour
faire la lumière sur l'obscurantisme et la désinformation scientifique. Donc Marc lui demande de dévoiler les contrats entre l'État français et Pfizer, parce que c'est quand même de l'intérêt public. En plus, grâce à Frédéric Baldan et 1000 plaignants devant le tribunal de Liège en Belgique, les contrats sont maintenant légalement acquis et ils peuvent être dévoilés devant le grand public. Alors, Monsieur Leder, ministre de la Santé, montrez-nous, parce que vous êtes pour la transparence et pour l'information, montrez-nous les contrats. Montrez-nous le passage où c'est prouvé que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Montrez-nous le passage où on voit clairement qu'ils protègent contre la transmission. Pourtant, Pfizer dit le contraire, mais peut-être vous avez eu un moment de lumière pour trouver le passage qu'on se trompe tous ici. Alors, dans une démocratie, monsieur le ministre, on dévoile, c'est votre obligation, tous les contrats, les documents qui sont d'intérêt public. Et pour vous aider un peu, parce qu'on se souvient quand même, en fait, les contrats sont déjà accessibles à tout le monde. Parce que, devant la plus haute juridiction en Afrique du Sud, en l'été 2023, les contrats ont été publiés. Et voilà ce qui en ressort. Je vais vous aider un peu, monsieur le ministre, parce que les contrats avec Pfizer en Afrique du Sud sont les mêmes qu'en Europe. Paragraphe 5,5. On ne connaît pas, absolument pas, l'efficacité de ce vaccin expérimental. Vous le saviez, monsieur le ministre, peut-être que vous avez oublié. Le même paragraphe. On ne connaît pas les effets indésirables à long terme. Ah bon? Monsieur le ministre, vous voulez faire la lumière sur les traités? Faites-le. Prouvez-nous qu'on se trompe. Invitez-nous à un débat. C'est ça la démocratie. On échange. Et les victimes vont venir pour échanger avec vous. Alors, on vous prend au mot. Et merci à Marc d'avoir proposé d'aider les ministres. On va tous aider pour qu'ils retrouvent, pour que les ministres de la Santé retrouvent la lumière et pour qu'une fois, à un moment donné, ils est honnête, ils avouent, comme le ministre de la Santé en Allemagne, que je ne le porte pas dans mon cœur, il s'est excusé à la deuxième chaîne en Allemagne pour les mesures dérisoires, la folie, ce qui s'est passé dans l'éducation nationale, et il s'excuse aussi pour les effets indésirables graves liés au vaccin. Au moins, il y a une petite reconnaissance, monsieur le ministre Yannick Noder. Faites pareil parce qu'on sait parfaitement que vous mentez et arrêtez à un moment donné parce qu'il faut protéger les enfants. On se bat ici aussi pour les enfants et arrêtez cette hypocrisie qui est criminelle, ce qui met tout le monde en danger, y compris les jeunes enfants qui ont toute la vie devant eux. Alors soyons raisonnables et travaillons pour la reconnaissance tous ensemble. On peut se tromper dans la vie, mais c'est grave ce que vous avez fait dans votre gouvernement et on doit ouvrir le débat pour retrouver l'information exacte, scientifique et vérifiable. Merci beaucoup. Donc ça continue ici à Strasbourg, à Moulins, en Bastia, en Vienne, Namur et partout. Et c'est une magnifique action pour donner la parole aussi, pour œuvrer pour la reconnaissance des victimes. Mais merci. Est-ce que je peux te la laisser? Non, mais on va continuer comme ça. On va faire la petite conclusion. Je peux te laisser ça? Bonjour à tous. Pour terminer cet après-midi, on va inviter les membres de l'association à nous rejoindre. Donc on a Jean, Christian, Marc et Fabienne.
On est 7 et on est présent en totalité encore aujourd'hui. Donc, voilà, membre du conseil d'administration de l'association On a une autre dose. Donc on a Julia qui est encore derrière et qui va nous rejoindre aussi. Donc voilà, association créée en 2024 l'an dernier, après les rencontres citoyennes internationales à Vierzon. C'était vraiment le moment dès le moment où on a rencontré aussi des victimes qui avaient ce courage de s'exposer, d'engager des recours, de défendre leurs droits et d'engager aussi des démarches au niveau médical, au niveau juridique. On s'est dit voilà, c'est le moment de faire la bascule. Donc on est constitué de personnes qui étaient opposées au pass sanitaire et aux obligations vaccinales. On a du coup au sein de l'équipe 2 personnes qui étaient soignants suspendues et on les remercie vraiment pour cette décision, pour leur courage et aujourd'hui d'être encore en capacité de donner, d'être présent pour les victimes aussi. Voilà, on en a d'autres aussi là qui sont d'autres soignants là qui sont cachés derrière et qui ont fait de gros bisous parce que voilà, ça a été des années vraiment compliquées et on va en sortir de tout ça et on y arrivera tous ensemble. On rassemble aujourd'hui à peu près 25 victimes des faits indésirables ou proches de personnes décédées. Donc on pense à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, toutes les victimes et proches de victimes qui nous font confiance. On sait que c'est difficile aujourd'hui de se dire je suis une potentielle victime ou j'ai perdu quelqu'un suite à ces injections. C'est un parcours qui est difficile, qui est psychologique, il y a de l'errance médicale, il y a du dénigrement. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas forcément de la famille autour aussi pour être présent. Donc nous, on est vraiment présents dans cet entre-deux pour faire ce lien au moment où il n'y a personne. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'il y ait finalement peu de personnes vaccinées qui soient compatissantes avec celles qui sont vaccinées et qui ont des gros soucis. Malheureusement, aujourd'hui, on est sur des proches ou alors des non-vaccinés et on se demande encore où est la masse de personnes vaccinées qui a un petit peu d'empathie pour ceux qui aujourd'hui sont vraiment blessés de ces injections, souffrent au quotidien. On sait qu'en plus la maladie dans la vie ça fait tout basculer, ça peut faire basculer un couple, ça peut faire basculer une famille, c'est de l'argent aussi qu'on perd parce que c'est des personnes qui peuvent plus travailler, c'est un rapport à soi aussi, il y a une part de soi qui peut mourir quelque part et qu'on n'est pas sûr de retrouver à un moment donné. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est des projets, c'est un rapport à l'avenir aussi qui devient différent et compliqué. Donc aujourd'hui, ce qui doit nous rassembler, c'est l'humain. On a tous été trompés, on a tous été maltraités, quelle que soit la forme. Et on est tous ensemble aujourd'hui pour réparer. On les obligera à réparer à un moment donné parce que si eux ils le font pas, nous on le fera et on parlera de plus en plus fort jusqu'à temps qu'on soit tous obligés de le faire collectivement. C'est un travail qu'on se doit en fait à tous. On doit se demander dans quel monde on a envie de vivre, dans quel pays on a envie de vivre. Et nous, on sait qu'on changera pas le monde, mais en tout cas, en local, en proximité, autour de chez nous, c'est la part qu'on peut faire. Donc, on essaie de se rassembler avec d'autres victimes, avec des soignants aussi qui ont encore beaucoup de peine ou un vrai trauma à traverser par rapport à tout ça. Donc, et aujourd'hui, on veut aussi aller sur des recours juridiques parce qu'il faut qu'il y ait aussi un rapport de force. On peut pas être dans le simple pardon et puis continuer la vie comme si rien ne s'était passé. Non, il y a des chaînes de responsabilité à remonter. Il faut qu'on arrive à poser tous ces jalons et donc on est accompagné par une super avocate dans les Vosges, Nancy Rizaché, qui elle nous accompagne vraiment. Aujourd'hui, le combat, il est individuel. Chaque situation est différente, donc aujourd'hui il y a des soignants qui sont engagés dans des recours via le syndicat Liberté Santé et nous aussi on veut être en appui aussi là-dessus. Et les victimes des faits indésirables, vraiment le combat il est individuel parce que chaque situation est différente. La forme aussi d'obligation ou de contrainte qui s'est exercée était différente, les répercussions sont différentes, les pathologies aussi qui ont émergé par la suite. Et on se dit que chaque dossier individuel qui arrivera à avancer, c'est une porte ouverte pour tous ceux qui vont suivre. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'être tous courageux, de faire une part de ce chemin-là qui au final est individuel et collectif. Parce que ce combat, il appartient à tout le monde, il appartient à chaque personne individuellement et à nous tous collectivement.
Et donc voilà, on lâche pas, on est tous ensemble, faites parler de nous autour de vous, l'association On a une note dose. En Alsace-Moselle, on est créé depuis 1 an, on a plein de belles choses à faire. Pour ça, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui parlent, des gens qui témoignent. Vous pouvez le faire anonymement au départ. Il y a l'association Solidéclat qui accompagne aussi les déclarations auprès de la pharmacovigilance, et c'est un point qui est essentiel parce que si demain le sujet il sort, et il y a plein de choses qui se passent en coulisses, hein, il y a des tractations aujourd'hui à plein de niveaux que ce soit, dès le moment où tout ça va sortir, vous savez, les victimes, ils iront pas les chercher de nulle part, ils vont commencer là où il y a déjà des écrits, là où il y a déjà des dossiers qui sont ouverts, là où il y a des procédures en cours. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez avoir au niveau de votre dossier aujourd'hui, c'est essentiel qu'il y ait des écrits, que ce soit quelque part. Quand les choses elles s'ouvriront, enfin voilà, dans 10 ans, vous allez débarquer et dire bah oui, moi j'avais eu ça. Non, c'est maintenant qu'il faut vraiment poser les jalons. Et comme dit, quand on fera reconnaître aussi toutes les incidences au niveau des victimes, on pourra faire reconnaître aussi que les soignants, ils ont été absolument maltraités, d'autres professions aussi, qui pouvaient avoir l'obligation du pass sanitaire ou autre, les non-vaccinés, etc. En fait, on est tous les versants d'une même pièce. En montrant la souffrance à certains endroits, on pourra la montrer sur toute la chaîne. Donc voilà, on est tous ensemble là-dedans. Plus jamais ça, plus jamais on se laissera soumettre et maltraiter comme on l'a été. Pour les enfants, on a un devoir aussi de plus jamais laisser faire ça. Les vaccins ARN, aujourd'hui, il faut un moratoire, il faut les suspendre, il faut les mettre partout, que ce soit... Voilà, pour les êtres humains, pour les enfants, dans l'élevage, même pour les végétaux. Hein, maintenant, ils veulent vacciner à l'ARN les laitues. Enfin voilà, il y a un moment donné, il va falloir revenir à l'humilité, de respecter aussi ce qu'est la vie, le sacré de la vie. Et voilà, on est tous là pour ça, pour l'humain, pour la vie. Plus jamais ça, et tous ensemble. Merci à tous.